Qu'est-ce qui différencie un bon négociateur What is the interest for my family? 30%. In the first year, your end should be $4 million. And then it would go up. d'un mauvais négociateur? Tu l'as fait à combien, la statue? J'ai dit 30 000. Ça vaut 15 000 francs, ça? Non, 30 000. 20 000 francs. Non, 30 000. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais négociateur? Je l'attendais, celle-là. Non. Durant mes 10 années d'expérience en tant que négociateur en entreprise, j'ai pu remarquer chez les meilleurs négociateurs que j'ai rencontrés des qualités communes. Je vais vous en partager 5 dans cette vidéo, avec des astuces pour progresser. Je vais faire quelques parallèles avec Vito Corleone, le personnage du film Le Parrain. Alors, on met de côté tous les agissements criminels qu'il y a dans ce film, mais ce personnage, il est intéressant parce qu'il est très posé et très difficile en négociation. Les personnes qui viennent le voir réussissent rarement à obtenir ce qu'ils veulent, et lui, au contraire, il parvient quasiment toujours à ses fins. La première chose, ça vient en amont de la négociation, c'est d'être préparé. Oui, une négociation, ça se prépare. Je vous le rappelle, une négociation, c'est la recherche d'un accord entre deux ou plusieurs parties qui ont des objectifs différents, mais qui souhaitent s'entendre sur un résultat commun. Et je vous assure que vous négociez tous les jours, avec votre patron, avec votre conjoint, avec vos enfants. Vous négociez quand vous achetez une voiture, quand vous achetez un bien immobilier, quand vous décidez de changer d'assurance, quand vous demandez une petite ristourne dans un magasin. La négociation est partout. Et il faut savoir que 80% des résultats d'une négociation se jouent dans la préparation. Un bon négociateur, en amont d'une négociation, il va se poser différentes questions. Quels sont mes objectifs? Quels sont les objectifs de la partie adverse? Quelles sont mes forces et mes faiblesses dans la négociation? Où se situe le rapport de force? Quelles sont les forces et les faiblesses de l'autre partie dans la négociation? Il faut aussi se poser la question de quelles vont être les objections de l'autre. Si par exemple je veux discuter une augmentation avec mon patron, quelles sont les raisons qui font qu'il va me dire non et comment je peux répondre à chacune de ces raisons? Je souhaite avoir une revalorisation de salaire l'année prochaine. Malheureusement, c'est pas possible, on peut pas augmenter tout le monde. Je comprends tout à fait et je ne souhaite pas être un cas particulier. Par contre, je pense que sur tel projet, ma performance personnelle a amené de la valeur à l'entreprise, et donc je pense que moi, Frédéric, je peux être rétribué pour ça. Ça peut être intéressant en amont de la négociation de rassembler des informations sur la personne avec laquelle vous allez discuter. Vito Corleone, dans le film du Parrain, avant les grosses discussions qu'il va avoir avec des partenaires de business, il envoie toujours des personnes de son clan pour enquêter sur les gens avec lesquels il va discuter, pour savoir exactement quels arguments mettre en avant. Si vous, par exemple, voulez demander une rupture conventionnelle à votre patron, réfléchissez à quel est son état d'esprit par rapport à la rupture conventionnelle. Est-ce que c'est un patron qui a plutôt un esprit d'entrepreneur et dans ces cas-là, vous pouvez mettre en avant le projet entrepreneurial que vous avez? Est-ce que c'est un patron qui a très peur de sa réputation et qui ne veut pas que les gens pensent que tout le monde peut avoir une rupture conventionnelle? Dans ces cas-là, vous pouvez vous engager à être très discret sur la façon dont le contrat s'est rompu entre vous. Bien vous préparer en amont, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise dans le moment de la négociation. La deuxième qualité, c'est la gestion des émotions. Et ça, c'est quelque chose que Vito Corleone maîtrise parfaitement. Dans la scène d'ouverture du Parrain, quelqu'un vient négocier avec lui pour qu'il tue des personnes qui se sont pris à sa fille. Et Vito Corleone, il l'écoute calmement, assis sur son siège, en caressant son chat. Il ne réagit pas, il écoute, très calme. En tant qu'être humain, on est tous les jours sujet à nos émotions. Et quand on va arriver dans une négociation et qu'on va forcément discuter avec quelqu'un qui a des objectifs différents des nôtres, il faut faire très attention à contrôler ses émotions et à surtout ne pas prendre de décisions qui sont influencées par ses émotions. Si vous êtes en train de vendre quelque chose et que la personne vous fait une offre très agressive et que ça vous met en colère parce que vous pensez que la personne dénigre le produit, peut-être que vous allez vouloir arrêter la négociation alors qu'il avait encore une belle marge de manœuvre pour augmenter son prix et vous auriez pu trouver un terrain d'entente. Dans ce cas-là, l'émotion de la colère vous empêche de trouver une solution. Ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de connaître les principales émotions. Côté émotions agréables, on retrouve la joie, la fierté, la reconnaissance, la satisfaction, l'amour aussi et la confiance. Et du côté des émotions désagréables, on va plutôt avoir tout ce qui est colère, déception, désespoir, doute, la rancune, le regret, la solitude, la jalousie. Et de surtout identifier dans cette liste les émotions auxquelles vous êtes le plus sujet. Est-ce que ça va être le stress, la peur, la colère, la joie? Ensuite, quand vous aurez des discussions ou des négociations importantes, dès que vous sentez que vous avez une de ces émotions qui vous envahit, faites attention à ne pas prendre une décision ou à ne pas clôturer une négociation dans ces moments-là. Vous pouvez soit reporter la négociation à un autre moment, soit faire en sorte de calmer cette émotion, mais évitez absolument de prendre des décisions ou de présenter des propositions lorsque vous vous sentez vulnérable émotionnellement. La troisième qualité, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la faculté de comprendre les sentiments de l'autre tout en gardant une distance émotionnelle avec cette personne. C'est une qualité qui est primordiale pour comprendre l'autre dans les discussions et dans les négociations, et c'est sincèrement une qualité que tout le monde devrait développer. Au Danemark, par exemple, dans le programme pédagogique destiné aux élèves de 6 à 16 ans, 1 heure par semaine est dédiée à l'apprentissage de l'empathie. Les meilleurs négociateurs sont des gens très empathiques. On pense par exemple aux négociateurs du RAID, qui arrivent à discuter avec des preneurs d'otages, et qui arrivent à se mettre dans la peau du preneur d'otage pour comprendre qu'est-ce qui l'anime et qu'est-ce qui l'a amené à faire son acte maintenant, et cette empathie va souvent permettre de trouver une solution derrière. Alors attention, avoir de l'empathie pour quelqu'un, ça ne veut pas dire résoudre tous ses problèmes. C'est juste prendre le temps de comprendre la position de l'autre, de se mettre à sa place, et en général en négociation, ça vous permettra de trouver des solutions plus adaptées. Si par exemple vous voulez acheter un bien d'occasion sur le bon coin,
et que vous appelez la personne, vous discutez avec elle, et que vous comprenez qu'il y a eu récemment un divorce ou un décès, en étant empathique, vous allez comprendre que cette personne-là est certainement très triste et très touchée par ce qu'elle est en train de vivre, et donc la meilleure offre que vous pourrez faire, c'est quelque chose qui va lui simplifier la vie. Donc par exemple, vous allez lui proposer peut-être un prix un petit peu plus bas, mais vous allez venir très vite chercher l'objet, ce qui fait qu'elle s'en débarrassera et qu'elle se sentira mieux. Alors comment on développe son empathie? Déjà, il faut apprendre à se mettre de côté, et surtout mettre son jugement de côté. Il faut être très ouvert d'esprit pour accueillir ce que ressent l'autre, et surtout, et ça nous amène à la quatrième qualité, il faut savoir écouter et faire preuve de curiosité. En négociation, l'écoute, c'est primordial. J'ai pu le remarquer en observant les meilleurs négociateurs que j'ai pu rencontrer. Ils passent souvent beaucoup plus de temps à écouter l'autre, détailler son offre, détailler ses problématiques, argumenter sur les raisons qui l'ont amené à prendre cette décision, que à parler. Si on a une bouche et deux oreilles, c'est justement pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Le fait d'être très disponible et très à l'écoute, ça permet également de mettre en place une confiance. En général, les personnes aiment se sentir écoutées, aiment se sentir comprises, et ça permet d'avoir un climat qui est plus propice à trouver une solution. Et une solution gagnant-gagnant. Et dans le cadre professionnel, par exemple, en tant qu'acheteur, quand j'avais des négociations régulières avec mes commerciaux, c'était primordial de créer une bonne relation de confiance dès le début, et ça passait forcément par l'écoute. Si vous arrivez à écouter l'autre, à être curieux, à reformuler pour bien comprendre exactement ce qu'il pense, vous arriverez à proposer une solution la plus adéquate possible. Sachez qu'en communication, entre ce que l'on veut dire, ce que l'on dit, ce que l'on pense avoir dit, ce que l'autre entend et ce que l'autre comprend, il y a plus de 80% de déperdition du message qu'on voulait dire à la base. Et donc, pour comprendre l'autre et l'écouter au mieux, il est essentiel de travailler cette fameuse compétence dont je vous parle, qui s'appelle l'écoute active. L'écoute active est un concept développé à partir des travaux du psychologue américain Carl Rogers. Elle est également nommée écoute bienveillante. Et ça consiste dans une discussion avec quelqu'un ou dans une négociation à reformuler, écouter les émotions, montrer de l'empathie, manifester de l'intérêt, observer le langage corporel de l'autre, synthétiser, faire des silences, rester concentré et questionner. Le fait de bien écouter et d'être curieux avec l'autre personne, ça vous permettra de faire une offre que l'autre personne ne pourra pas refuser. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Et enfin, la 5e qualité, c'est de savoir dire non. La plupart des gens ont beaucoup de difficultés à dire non quand ils ne sont pas satisfaits avec une proposition. Combien de fois on accepte une proposition de son patron alors qu'en réalité, au fond de nous, on n'était pas vraiment d'accord? Je vous le rappelle, quand on négocie, on veut arriver à un résultat commun. Et donc, si la proposition de l'autre ne vous convient pas, il faut réussir à dire non. Vito Corleone, il le fait. Il refuse même $1 million parce que selon lui, l'offre que son interlocuteur lui fait n'est pas assez intéressante. What is the interest for my family? 30%. So I receive 30% for finance, political influence, and legal protection. That's what you're telling me. That's right. I said that I would see because I heard that you were a serious man to be treated with respect. But I must say no to you. Bien entendu, pour une bonne négociation et dans une discussion, c'est important de réussir à dire non sans froisser l'autre. Il faut pas se braquer, il faut pas dire « mais non, mais c'est n'importe quoi cette offre, je peux pas accepter ça ». La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode pour refuser une offre sans dire non et sans froisser l'autre, et ça se passe en 4 étapes. Je vous avais raconté tout ça dans cette vidéo. Je vous invite à aller la voir, j'avais réussi à faire monter un potentiel client d'une offre à 3 000 € à une offre à 30 000 €. Et j'avais tout de même refusé à la fin. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao.